On a vu que si l'arbre de décision est déjà construit, l'appliquer pour prendre une décision est très simple et rapide. La question importante maintenant pour l'apprentissage automatique, c'est de construire l'arbre de décision en utilisant un ensemble d'exemples d'entraînement. Dans cette capsule, on présente la méthode de base pour la construction de l'arbre. Reprenons notre exemple de restaurant et supposons qu'on a des observations sur les 10 attributs qui sont montrés ici. Les restaurants alternatifs dans le coin, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un bar pour l'attente? Est-ce qu'on est vendredi, samedi? Est-ce qu'on a faim? Est-ce que dans le restaurant, il y a beaucoup de monde, c'est plein ou c'est vide? Quelle est la fourchette de prix de restaurant? Est-ce qu'il pleut dehors? Et est-ce qu'on a une réservation? Et quel est le type de cuisine de ce restaurant? Et quel est le temps d'attente estimé? Imaginons que nous avons collecté un ensemble de 12 exemples en observant les comportements des clients. Est-ce que ces clients décident d'attendre ou non? Et ces exemples sont décrits dans cette table ici. La colonne à gauche est simplement un numéro d'identification de l'exemple qui n'a pas d'importance. Et au milieu, nous avons un ensemble d'attributs de chaque exemple. Et à droite, nous avons la décision prise par le client, oui ou non pour l'attente. Et ce sont des décisions qu'on vise à prédire. Et par exemple, le premier exemple, X1, décrit un cas où il y a des restaurants alternatifs dans le coin. Il n'y a pas de bar dans le restaurant, il n'est pas un vendredi ou samedi, et on a faim, etc., etc. Et la décision prise, c'est oui. Et un bon arbre de décision devrait pouvoir reproduire ces décisions de ces exemples-là. Comme nous avons 10 attributs qu'on peut utiliser, la question est comment construire un arbre avec ces attributs. Et quel est l'attribut qu'on doit utiliser à chaque étape, à chaque niveau de l'arbre. Il n'est évidemment pas possible de générer tous les arbres possibles parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Imaginons que nous avons 10 attributs qui sont binaires, alors on aurait 2 de puissance 10 d'arbres possibles. Et c'est énorme. C'est pas possible de tous générer et de le comparer. Donc l'approche utilisée est une approche glouton et récursive. On fait grandir l'arbre au fur et à mesure en ajoutant un nœud qui contient le meilleur test sur un attribut. Et la construction continue et ça s'arrête quand il n'y a plus d'attributs à utiliser ou bien quand on juge qu'il n'est plus nécessaire de continuer. La question clé dans cette construction est de choisir le meilleur attribut à utiliser à chaque étape. Le principe qui nous guide est de choisir l'attribut le plus utile à chaque étape. Avec ce principe, on peut obtenir un arbre assez compact, c'est-à-dire avec le moindre de nœuds possible. En d'autres mots, cet arbre ne va pas contenir beaucoup de tests inutiles. Si on compare les deux arbres qu'on peut générer en utilisant les 12 exemples de restaurants, on peut avoir l'arbre de gauche qui est plus compact que l'arbre à droite et les deux arbres arrivent tous les deux à bien classer les 12 exemples. Mais dans ce cas-ci, on va préférer l'arbre à gauche. Quel est donc l'attribut le plus utile? Et ça dépend évidemment des exemples qu'on a en main à traiter à ce moment-là. Pour un ensemble d'exemples, on tente de les diviser en appliquant le test sur un attribut pour obtenir des sous-ensembles qui correspondent à différentes valeurs de l'attribut. On examine ensuite ces sous-ensembles obtenus pour savoir est-ce qu'ils sont moins mélangés qu'avant sur les décisions. Un bon attribut devrait permettre de bien séparer les décisions dans les sous-ensembles. Et le critère de gain d'information reflète ceci. Regardons deux exemples. Si on applique un test sur l'attribut patron ou sur l'attribut de type de cuisine
aux 12 exemples qu'on a en main, voici les sous-ensembles qu'on peut obtenir. Chaque sous-ensemble correspond à une valeur de l'attribut. Et le point vert ici, dans ces arbres, sont des décisions positives, c'est-à-dire d'attendre, et le point rouge sont des décisions négatives. Et ça correspond à une tentative d'ajout de nœuds. Visuellement, on peut voir que après l'application de tests sur le type de cuisine, les sous-ensembles obtenus mélangent autant les positives et les négatives qu'avant. Et donc, intuitivement, ce n'est pas très utile. Par contre, en utilisant le patron, les sous-ensembles deviennent moins mélangés. Et ça signifie que patron est un attribut qui permet de mieux séparer les décisions positives et négatives, et donc préféré au type de cuisine à cette étape. Alors maintenant, on doit continuer le processus. Dans cet arbre partiel, nous avons 2 sous-ensembles purs, et donc ce n'est plus la peine de continuer à diviser. Et sur le 3e sous-ensemble, on continue à appliquer le même principe pour diviser les décisions en appliquant d'autres critères. Et ici, le critère doit être choisi en fonction de ces 6 exemples. Et on va continuer cette division jusqu'à ce qu'on obtient les sous-ensembles tous homogènes, comme ici. Et on finit le processus de construction de l'arbre dans ce cas-là. Dans cette capsule, nous avons vu, avec l'exemple des restaurants, qu'on peut créer des feuilles pures ou homogènes. Et en pratique, ce ne sera pas toujours le cas. Et voici quelques considérations à prendre en compte en utilisant un arbre de décision en pratique. Si un sous-ensemble dans une feuille est encore mélangé sur les décisions et que, supposons, il n'y a plus la possibilité de diviser parce qu'on a utilisé tous les attributs, alors la décision de cette feuille sera celle de la majorité. Et il arrive aussi que l'ensemble qu'on traite contient un petit nombre de cas. Et il peut être risqué de choisir un attribut pour le diviser de force, parce que ce choix peut être très spécifique aux quelques données qu'on a ici, et ça se généralise mal. Et c'est le risque de surapprentissage. Alors, on peut arrêter le processus de construction dans ces cas-là. On peut aussi limiter la profondeur d'un arbre pour gagner l'efficacité et la généralisabilité. Si un attribut a beaucoup de valeurs possibles aussi, comme dans le cas de date, il se peut que l'attribut a un très grand gain d'information selon le calcul, mais qui ne reflète pas le vrai gain, parce que ça se généralise mal. Pour corriger ça, on va utiliser plutôt un ratio de gains que le gain absolu. Et je ne vous donne pas plus de détails sur le calcul. Et finalement, l'utilisation d'un attribut va être testée sur des données de validation qui sont différentes de données d'entraînement. Nous avons déjà mentionné ce processus de validation dans les précédents modules. Et c'est très utile pour éviter d'aller à ces cas de surapprentissage. Si c'est utile sur les données de validation, on procède, sinon on ne le fait pas. Alors tous ces problèmes qu'on a mentionnés, avec un arbre de décision, peuvent limiter l'utilité de l'arbre de décision en pratique. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour résoudre ce problème ou bien pour contourner ce problème? Eh bien, la forêt aléatoire peut constituer une solution. Nous allons en parler dans une prochaine capsule.